content de vous retrouver pour ce nouveau thème du mois où là nous allons aborder un sujet complètement original et un truc de fou auquel personne n'a jamais pensé, à savoir la fin des cookies. Et oui, bien sûr, les fameux cookies dont on parle tout le temps, eh bien ça vous savez quoi, et c'est un scoop red card, ils vont disparaître, et voilà, vous ne le saviez pas, et maintenant grâce à nous, maintenant vous allez le savoir. Mais nous avons mis dans la confidence quelques experts avec qui on va donc pouvoir échanger sur ce sujet, donc effectivement, qui objectivement est un petit peu d'actualité. Alors en plus, aujourd'hui, donc à sujet exceptionnel, traitement exceptionnel, donc nous aurons deux webinaires qui vont s'enchaîner, donc 10 heures jusqu'à un peu avant 11 heures, et puis après un second à 11 heures, et ce sera mon ami, collègue, partenaire, donc Romain Pinault, qui prendra la suite, donc cette fois-ci. Vous parlerez plutôt des ID, notamment comme fameuse solution, donc avec des gens qui viendront comme Mathieu Roche, comme je ne sais plus qui d'autre d'ailleurs, j'ai oublié, mais c'est pas grave, peu importe. Donc voilà, donc là maintenant, on va parler des conséquences, notamment tout ce qui se passe au niveau des navigateurs. Et donc, je vais avoir le plaisir d'avoir à mes côtés 4 personnes. Nous aurons donc notamment Benoît Oberlé, qui est le fondateur, l'un des fondateurs de Sirdata. Nous aurons Sylvain Leborgne, qui est le Head of Innovative chez tout ce qui est innovation chez 55. Nous aurons également Antoine Saglier, qui est le Big Boss de ZBO, et également Aurore Gox, donc, qui est l'une des fondatrices, on va dire, de Adrénaline. Pour commencer, on va aborder le sujet qui est le plus chouette. C'est la loi, c'est un petit peu le législatif. On va essayer de se faire un petit point pour savoir qu'est-ce qu'on a le droit de faire, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qui a changé, où est-ce qu'on va, etc. Et donc là-dessus, spécialiste renommé Benoît Berlet, qui est l'un des fondateurs de Sirdata. Salut Benoît, ça va? Salut, ça va et toi? Ça va merci, bien. Merci pour renommer, c'est gentil. Oui. Dis-moi à ce propos, j'ai dit cofondateur, mais vous êtes plusieurs fondateurs ou tu es plutôt solo? 3 fondateurs, ouais. Ah, c'est bien. Julien, Rémi et moi. Exactement, c'est bien ce que j'avais en tête. Donc, dis-moi, première question. On est le 15 avril, même le 16, mais bon, peu importe. C'est quoi la situation? J'ai l'impression qu'il y a des choses qui sont réglées, par exemple, au niveau des consentements, au niveau des machins chouettes, etc., etc. Par contre, au niveau des cookies tiers, comment dire, en termes de planning, en termes de déroulé, c'est quand même un petit peu open bar. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore complètement de date, de quoi, etc. Est-ce que je me trompe ou est-ce que c'est à peu près ça? Alors, open bar, j'irai pas jusque-là. La situation avance parce qu'au moins, les choses se clarifient. On a maintenant une définition claire sur ce que doit être le consentement. En France, c'est le préalable à toute opération d'accès en écriture ou en lecture, donc toute opération impliquant par exemple des cookies. Ça, c'est une première chose, c'est le volet réglementaire. Et on a des nouvelles annonces sur la disparition progressive du cookie tiers, notamment les annonces de Privacy Sandbox et Chrome. Il faut savoir que c'est 2 volets complètement différents. L'un n'est pas lié à l'autre et les cookies tiers ne disparaissent pas en raison des avancées réglementaires, mais en raison des choix que font certaines sociétés qui éditent ces navigateurs. On voit d'ailleurs que dans certains cas, Non, pardon, excuse-moi, je t'ai interrompu. Ce sont deux sujets qui sont complètement indépendants. Et entre guillemets, c'est limite une coïncidence qu'effectivement, on se retrouve comme ça dans cette situation-là. C'est limite une coïncidence si tu veux, mais il est amusant de noter que dans certains cas, les 2 sujets ne coïncident pas. C'est-à-dire que les tests qui devaient être menés pour Flock, vous savez que les Flock ID vont remplacer progressivement les Cookie ID, les tests qui devaient être menés pour tester ce Flock en prévision de la disparition des cookies ne vont pas avoir lieu en Europe pour l'instant, pour des raisons de conformité. On ne sait pas si c'est conforme à la réglementation. Donc on voit que c'est 2 sujets complètement distincts. L'un n'entraîne pas l'autre. Au contraire, parfois, il peut y avoir des collisions. D'accord. Donc, si j'ai bien compris, maintenant, les règles de consentement ont changé depuis maintenant une quinzaine de jours, et ce qui fait qu'il faut demander de manière plus implicite le consentement. Donc, ça, c'est la première partie. Les règles n'ont pas changé. Les règles n'ont pas changé. Elles sont les mêmes. C'est simplement qu'on a atteint la date butoir, la fin du moratoire. Donc, on avait une période d'ajustement jusqu'à la fin du mois de mars 2021 pour se mettre en conformité, mais les règles n'ont pas changé. D'accord, donc excuse-moi. Donc à partir du 1er, on n'a plus le choix, il faut être effectivement conforme à une règle qu'on a vue au niveau du consentement, on est d'accord, donc ça c'est fait, c'est la partie entre guillemets réglementaire. Et par contre, il y a une autre partie qui est effectivement liée à cet arrêt des cookies, et là on parle effectivement cette fois-ci du navigateur Chrome, puisque de toute façon sur les autres, c'est déjà le cas, les fameux cookies tiers sont refusés.
Concernant ce qui va se passer par rapport à Chrome et par rapport à justement cet arrêt, j'ai compris qu'en fait, on veut remplacer les cookies ID par ce que tu appelles les flock ID. Je veux bien un petit point justement là-dessus par rapport aux flock et comprendre quand est-ce que normalement, effectivement, ça doit… à quelle sauce on va être mangé quand? On ne va pas être mangé, hein. Personne ne nous mangera, on est indigeste. L'idée est très simple. Ce qu'on veut, ce que certains veulent, c'est poursuivre les opérations traditionnelles de publicité, incluant du ciblage, mais sans avoir recours à des traceurs, sans avoir recours à des identifiants. Voilà. C'est aussi simple que ça. Ça veut dire qu'un certain nombre de traitements qui sont aujourd'hui centralisés sur des serveurs vont être décentralisés pour être faits directement dans le terminal de l'utilisateur. Donc, on n'accédera plus à un historique de l'utilisateur, il sera stocké sur l'ordinateur ou sur le terminal et pourra être utilisé pour établir des profils, un historique qui pourront être targetés, non pas en ciblant un identifiant utilisateur, mais en ciblant un identifiant de cohorte ou qu'on pourrait appeler un groupe ou un segment d'un certain nombre d'utilisateurs. Et on pense que ça marchera quand? Apparemment, ça marche déjà puisque des tests peuvent être faits si vous avez la chance d'être aux États-Unis, par exemple. La question, c'est pas quand est-ce que ça marchera. La question, c'est quand est-ce qu'on aura l'obligation de l'utiliser si on veut poursuivre notre métier. Voilà. Peut-être que nous n'en aurons pas l'obligation. Il y a une task force, il y a un webinaire juste après qui va être intéressant à suivre sur l'ID justement. Mais dans le meilleur des mondes, nous n'aurions pas à avoir l'obligation d'utiliser ce système. D'accord. Aurore, quand on bosse dans la ad tech, parce qu'aujourd'hui, si je ne m'abuse, Adrenaline, on peut vous considérer comme étant une ad tech, puisque vous avez une tech, effectivement, pour rappel, qui travaillait sur tout ce qui est web push notification. Comment est-ce qu'on fait pour bosser justement dans le flou comme ça, pour être capable de se dire, tiens, je vais pouvoir faire ci, mais en fait, je vais pouvoir faire ça. Et comment est-ce qu'on fait pour avancer? Alors, moi, j'ai suivi avec attention, effectivement, Frédéric et Benoît, ce que vous disiez, notamment le blocage des cookies. Alors, sur Apple et sur Firefox, ça a déjà été le cas et il y a eu une chute de 40% des cookies tiers. Voilà. Sur l'annonce que Google a fait récemment, ça représente 70% de part de voix de navigateurs. Donc, effectivement, on est sur des problématiques qui concernent tout la tech. Ça va forcément engendrer une perte de revenus pour les éditeurs. Clairement, une perte de reach immédiate, puisqu'il y a une grosse partie de l'industrie du programmatique qui est basée sur cette notion de cookie tiers, sur toute la chaîne de valeur, pour la remontée, on va dire, de ciblage cross-domaine, que ce soit sur la partie éditeur-annonceur. Nous, de notre côté, on a très vite fait le pari de travailler aux côtés des navigateurs, mais sur des formats cookieless. D'accord. Donc, dans une certaine mesure, de votre côté, de toute façon, il a été acté que depuis le début, en fait, en termes de positionnement, qu'est-ce que c'est-à-dire, de toute façon, les cookies, on s'en fiche. Donc, on ne les utilisera pas. Mais, excuse-moi, j'ai quand même une question complémentaire. Les cookies, on les utilise effectivement pour cibler, mais on s'en occupe également, par exemple, pour éviter les répétitions, pour faire ce genre de choses. Comment est-ce qu'on va être capable, sans cookies, justement, à ce moment-là, d'être capable d'envoyer une publicité qui ne sera pas systématiquement la même pour l'internaute, et ce qui fait que l'internaute va péter les plombs, il va dire, bon, maintenant, j'en peux plus de cette pub-là, donc j'arrête, j'enlève mon consentement, etc., etc. C'est effectivement essayer de prendre en considération toutes les parties et notamment évangéliser au niveau du consommateur, de l'utilisateur, du fait que voilà, le suivi n'est pas mort à cause de la fin des cookies tiers, mais le suivi est important et primordial pour pouvoir justement adresser une publicité pertinente, ciblée et surtout non intrusive. D'accord. Antoine Saglier, vous qui êtes un spécialiste chez ZBO, vous qui êtes un spécialiste justement de tout ce qui est programmatique, etc. Si je ne m'abuse, ou alors c'est que vraiment j'ai rien compris, vous êtes quand même directement impacté par tout ça. Comment est-ce que c'est quoi votre attitude? C'est quoi l'état en ce moment? On est comment? Alors, comme disait Aurore, c'est quand même quelque chose qui a commencé déjà depuis longtemps pour moi. On a eu Safari, on a eu Firefox. Même si c'est pas lié, tu as eu le consentement là. Quand les gens refusent, c'est comme si tu n'avais plus de cookies tiers. Donc c'est quelque chose qui a commencé depuis 1 an. Alors, je distingue 2 choses. Moi, je distingue le ciblage et la mesure de la performance. Aujourd'hui, si on prend la mesure de la performance, ça va avoir beaucoup d'impact chez les annonceurs parce qu'ils ne vont plus être capables de mesurer. Pour l'instant, on verra avec les flocks, les privacy sandbox, etc. Mais ils ne vont plus être capables de mesurer dans un premier temps. Donc, c'est quelque chose qu'on observe déjà depuis plusieurs mois, la perte de mesure.
mais il y a encore des gens qui acceptent les cookies. Donc, effectivement, les annonceurs perdent leurs repères par rapport à… Parce qu'ils avaient l'habitude de travailler avec des modèles souvent au dernier clic, en regardant les stats, en les comparant aux années précédentes, et où là, aujourd'hui, ils sont un petit peu perdus. C'est ce qu'on observe, on essaie de les accompagner là, sur ce point-là. Mais ils ne sont pas inquiets non plus, et les investissements, pour l'instant, ne diminuent pas du tout en termes de publicité. Et après, tu as le ciblage. Donc, moi, je suis dans un groupe, ZBO appartient au groupe Figaro, donc… je peux en parler un peu plus en détail, même côté éditeur. Je ne suis pas vraiment inquiet. Effectivement, l'époque du retargeting et du ciblage cookie individualisé un peu violent, comme on l'a tous vécu, qui ne s'arrête jamais dès que tu as vu un produit, ça, je pense que c'est un bien pour tout le monde que ça s'arrête. Et il faut qu'on arrête ce genre de ciblage. Mais aller vers des ciblages par cohorte, et le contextuel, je pense que le contextuel aujourd'hui, on revient peut-être 10 ans en arrière, c'est une très bonne chose. Et aujourd'hui, le contextuel, il a quand même évolué. Il y a aujourd'hui des DMP qui sont capables de coupler cookies, parce que je rappelle qu'on parle du blocage des cookies tiers, mais pas des cookies first party. Certaines DMP travaillent avec des cookies first party et sont capables de calculer chez les éditeurs en fonction de ces profils, de les coupler au contexte qui a été regardé de chacun de ces profils et faire après des lookalikes un peu contextuels que les éditeurs vont nous remettre dans des deal ID. Et nous, acheteurs, effectivement, on n'utilise plus ou de moins en moins la data au niveau du DSP, on va utiliser la data fournie par les DMP des éditeurs qui vont plugger à leur ad server pour nous créer des deal ID. Donc, moi, je ne suis pas vraiment du tout inquiet. Aujourd'hui, on a des très bonne performance dans tous les tests qu'on a menés au sein du groupe avec ces DMP, ad server contextuels un peu nouvelle génération que j'ai mené avec la régie Média Figaro. Et on a des très très bonnes performances, voire meilleures que quand nous on utilisait la data. Il ne faut pas oublier que quand nous on utilisait la data, on avait toutes les problématiques de synchro de cookies qui nous faisaient perdre du reach énorme. Et aujourd'hui, ce reach, on le regagne avec le contexte. Sylvain, chez 55, donc vous êtes en prise directe avec les annonceurs, avec les marques. Est-ce que tu valides ce que vient de dire Antoine sur le fait qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'impact sur les investissements et que schématiquement, c'est un sujet qui a été abordé de manière assez sereine et que globalement, on a des solutions qui font qu'on est plutôt optimiste pour la suite des événements? Alors, il y a pour l'instant pas d'impact sur les investissements. Je suis absolument d'accord avec Antoine. Abordé de manière sereine, je ne suis pas sûr. On a beaucoup de questions. Et il y a pas mal de flou dans les réponses qu'on obtient de la part de certaines plateformes. Et est-ce qu'on est optimiste? Moi, j'ai plutôt tendance à dire oui, bien sûr, puisque c'est une opportunité pour l'industrie pour se réinventer. Clairement, sur la partie mesure, ça secoue très fort, ça remet en cause tout ce qu'on fait depuis des années, mais ça remet en cause aussi la façon dont on a géré depuis des années. Depuis des années, on n'a pas voulu voir que le jeu de données qu'on avait pour mesurer se dégradait au fur et à mesure. On a continué à considérer qu'on avait un jeu de données pur et parfait, qu'on savait attribuer de manière très exacte la contribution de chacun des leviers. Et là, on se prend un mur. Là, d'un coup, on a besoin, faut réagir, il faut absolument trouver des nouvelles solutions et nous réinventer. Sur la partie éditeur, moi, je pense que c'est une opportunité fantastique de rapprocher enfin à nouveau les marques et les publishers. Parce que là, maintenant, la donnée, elle doit être associée aux médias par ceux qui contrôlent le média. Et donc, tout ce que faisait le programmatique, qui était on achetait de l'inventaire plutôt pas cher d'un côté et on le valorisait en y ajoutant de la donnée qu'on obtenait grâce à des cookies third party, ça c'est fini. Maintenant, il faut forcément déplacer dans la chaîne de valeur, rapprocher les marques des publishers, et ça, c'est une vraie opportunité. J'ai l'impression, quand je vous entends, que schématiquement, on est quand même en train de dire que sur la phase amont, qui est la phase que je vais appeler la phase de ciblage schématiquement, on y est, on va y arriver. C'est-à-dire qu'on a des solutions, typiquement, on va avoir des plans de type nouveau format, on en parlera tout à l'heure, avec des nouvelles solutions de ciblage, que ce soit via le truc Google ou autre chose, etc., etc. Et que là, on a effectivement un challenge qui est clé, qui est fort, qui est derrière cette capacité à mesurer, parce que c'est vrai que dans le digital, les annonceurs, les marques ont été habitués à ce qu'on les abreuve de chiffres en leur expliquant voilà pourquoi ça marche, voilà comment ça fonctionne, voilà pourquoi c'est génial, et voilà pourquoi il faut que tu continues d'investir. Et c'est là, effectivement, là-dessus, sur ce qu'on appelle le modèle d'attribution ou sur les différentes performances, qu'il va falloir qu'on travaille de manière très précise. Benoît, tu as ce sentiment-là également? Moi, je suis assez d'accord avec tout ce qui a été dit, hein, c'est clair. Il y a des opportunités qui naissent de tous ces mouvements, notamment, effectivement, le lien annonceur-éditeur qui se recrée.
c'est un mouvement qu'il faut absolument accompagner. Moi, mon métier, c'est pas la mesure, donc je peux pas trop en parler, je suis désolé. Effectivement, l'attribution est extrêmement importante pour pouvoir mesurer, mais c'est tout ce que je sais et je ne sais pas quelle est l'avancée des travaux. Pour ce qui concerne le ciblage, là, par contre, c'est mon métier depuis longtemps. Donc, je peux vous dire que c'est effectivement quelque chose qu'on accompagne. Et ce mouvement décrit par Sylvain est exactement celui qu'on a suivi. Et on va l'annoncer la semaine prochaine d'ailleurs, ça y est. On lance notre offre ADS en anglais, Addressability Dynamic Solution. Donc une API qui est couplée sur le site de l'éditeur avec son média, en amont de la serveur ou du SSP, dans un module Prebid par exemple, qui a désormais été validé, et qui va en fonction des choix du publisher et de évidemment l'internaute, en termes de consentement pour les cookies, en termes d'opposition à la base légale d'intérêt légitime, faire un tri dans les données qui peuvent être accédées et injectées sous forme de clé valeur dans l'adserver ou dans le SSP sans identifiant. Voilà. Donc l'idée, c'est de pouvoir livrer de la campagne gré à gré sur de la donnée cookie-based quand il y a un consentement, sur de la donnée user-centric et cookie-less quand il n'y a pas de consentement, mais une base légale qui est établie sur l'intérêt légitime, et sur du contextuel, puisqu'on a la chance d'avoir un groupe qui est capable de livrer également de la donnée contextuelle en fonction, voilà, du choix de l'utilisateur qui est fait sur la CMP du site. D'accord, donc c'est bien, c'est une situation qui finalement oblige tout le monde à innover, à sortir des trucs, à faire que de toute façon, on est aussi bien que dans ce métier-là, on ne peut pas juste s'arrêter sur une position et se dire que ça y est, elle est prise et qu'on va l'avoir comme ça pour des semaines et des mois et les années qui viennent. Ça, on sait très bien que de toute façon, il faut changer. Donc là, je vois effectivement, il y a cette innovation qui arrive. Aurore, quand on fait de la techno, vous également, vous êtes côté ciblage, vous n'êtes pas côté mesure, mais comme toutes les boîtes, quand on montre quelque chose et qu'on veut démontrer effectivement qu'on est performant, il va falloir derrière qu'on soit capable de proposer des chiffres et des résultats, etc., etc. Comment est-ce qu'on fait justement maintenant pour être capable de se rendre compte que, est-ce qu'on sent qu'il y a un changement qui est fait justement au niveau du modèle d'attribution, que c'est plus compliqué, ou est-ce qu'au final, de toute façon, on rentre au fur et à mesure? Je ne sais pas, peut-être par rapport à l'expérience que vous avez par exemple sur Safari, sur Chrome, par rapport à ce qui va se faire après. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est plus compliqué de démontrer qu'on est performant? Alors, plus compliqué, peut-être techniquement avec les solutions qui se restreignent. Maintenant, moi, je ne suis pas une experte non plus sur la partie attribution et rétribution. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que le marché fait de la rétribution cross-domaine et parfois, il y a du partage de la valorisation de la conversion. C'est ça qui va devenir un petit peu plus compliqué. Et donc, comme le soulignait Benoît, la valorisation de la first party data, de pouvoir valoriser une audience via le contexte, via du pré-bid, etc., pouvoir attribuer directement la valeur au plus proche de l'éditeur qui a proposé ce ciblage devient un élément de plus en plus important. Donc là où je trouve quelque chose qui est assez complexe à anticiper, c'est comment l'intermédiation va arriver à se mettre en marche pour pouvoir continuer à avoir un système de rétribution de la performance qui va passer sur toute la chaîne de valeur, pouvoir être au plus précis, au plus pointu de la rétribution. Sylvain, au-delà des campagnes à la performance, je pense que ça rebat les cartes pour tout ce qui est la partie branding. Aujourd'hui, le parent pauvre de l'attribution, c'était vraiment les campagnes haut de funnel qu'on n'arrivait pas à mesurer avec le même genre de KPI. Oui. Là, maintenant, on est obligé de faire différemment. On est obligé d'aller voir comment on a fait avec les autres médias qui n'avaient pas de cookies et utiliser ce savoir-faire pour aller trouver où est la valeur générée et quel est l'impact des campagnes. Donc, ça veut dire qu'il faut, encore une fois, réinventer notre métier. Innover, pas forcément. Il faut aller fortement s'inspirer sur ce qui se faisait sur des vieux médias, comme la télé ou la radio, mais voir comment on peut en tirer le meilleur, utiliser les avancées technologiques. On disait, on vient 10 ans en arrière avec le contextuel, c'est pas vrai. En 10 ans, il s'est passé un tas de trucs. Le NLP était clairement pas au stade où il était il y a 10 ans par rapport à aujourd'hui. Donc, on a des savoir-faire qu'on doit aller chercher, aller s'inspirer de ce qui se fait dans les autres médias, voir comment on peut les amener dans le digital avec une utilisation de la technologie telle qu'elle est aujourd'hui. Antoine, quand j'entends parler de branding, c'est un truc ça doit te plaire, ça, la perspective. Mais de toute façon, on a toujours été le parent pauvre. Alors, et puis là, on ne parle plus du tout de post-view. Maintenant, dans ce monde-là, le post-view ne va plus exister. Donc, on va avoir encore des effets post-click. Moi, je pense qu'on va retourner vers des choses qui existent. Sylvain a dit, les outils ont évolué. Si tu regardes ce qui se fait déjà sur la télé, les solutions qui permettent de mesurer l'effet des spots télé sur les sites web,
Donc, il y a des solutions qui sont proposées sur le marché. Donc, c'est simple, ils prennent les spots à spot avec les passages de spot et ils regardent les effets sur les visites qui récupèrent de Google Analytics. Donc, je pense, c'est vulgairement dit, mais on va pouvoir faire aussi, les annonceurs vont pouvoir faire aussi ce genre d'analyse, donc avec des modèles économétriques, et travailler. Nous, on sera capable de leur dire, voilà, l'horodatage de toutes les impressions qu'il y a eu, de tous les clics. Donc ça, c'est des données qui sont encore possibles à obtenir. Et eux peuvent croiser ça avec tous les logs de leur site et regarder les effets que vont avoir sur la publicité. Alors, ça ne sera jamais un modèle individualisé. On va être sur des résultats globaux, sur des cohortes de vente. On sait que si l'effet de tel média branding couplé à tous les clics search, etc., fait qu'on génère à peu près tant de ventes. Donc, c'est ce que disait Sylvain, on revient en arrière, on se réinspire de modèles d'avant, qui étaient des modèles économétriques pour la plupart, mais avec la puissance aujourd'hui de calcul qu'on a, qui a quand même complètement évolué. D'accord. Alors, on va réaliser un petit sondage maintenant auprès de notre audience, qui va un petit peu s'appuyer sur ce qu'on vient de se dire, mais également bien évidemment par rapport au contexte. Donc, la question est la suivante, elle est relativement simple, c'est de cette histoire, de votre point de vue, qui va sortir gagnant de cette histoire, qui va en tirer le plus de bénéfices? Vous avez 4 options. La première, ce sont les GAFA. La deuxième, ce sont les éditeurs. La troisième, ce sont les marques. La quatrième, ce sont les internautes. On vous laisse quelques secondes pour répondre à ça et ça va nous permettre d'enchaîner, puisque tout à l'heure, on discute quand même, et j'entends notamment, on dit super, on va pouvoir, la relation entre les marques et les éditeurs va pouvoir revenir, donc c'est chouette. On a également parlé des internautes qui vont arrêter d'être saoulés par du retargeting d'un truc qu'ils ont vu par accident une fois. Et puis, est-ce que comme par hasard, les GAFA vont réussir une fois de plus à tirer leur épingle du jeu? Donc voilà, donc on vous laisse répondre là pendant encore quelques secondes pour après on va pouvoir rebondir là-dessus. Je laisse mes amis Bertrand et Romain nous donner le go par rapport à ce genre de choses. Et donc voilà. Alors, est-ce qu'on a une réponse, les amis? Parce que s'ils n'ont pas encore répondu, les gens, c'est qu'ils ne veulent pas répondre. Donc maintenant, on va faire une réponse. Ah, elle est déprimante, il est déprimant ce sondage. Alors, les marques, c'est vraiment les marques, en gros, les amis, c'est pas de bol pour vous parce que c'est 3%. Les éditeurs, écoutez, pourquoi pas les gars, effectivement, par rapport à ça, vous allez pouvoir jouer avec les copains parce que c'est 13%. Les internautes, c'est 24%. Alors, nous, on bosse pas mal dans les stades, mais j'ai pas l'impression que le total fasse 100. Mais bon, ça, c'est encore un détail. Et les GAFA font 79. Alors, j'ai l'impression quand même qu'il y a des gens, oui, il y avait un choix multiple. Ah ouais, d'accord, très bien. Putain, mais c'est déprimant, ça. C'est encore les GAFA qui vont tirer la épingle du jeu, Benoît? Bien sûr, et pas l'internaute. Je sais pas, vous êtes comme moi, j'imagine, vous avez commencé à voir fleurir des cookie walls dans tous les sens. Chez les GAFA, pour commencer, sur certains sites médias, la tendance va pas aller en s'infléchissant. Ce qui est certain, c'est que toute la chaîne intermédiaire va souffrir. C'est normal, on a bâti des systèmes sur un cookie. Maintenant, on nous prive de ce cookie, soit parce qu'il n'y a effectivement pas de consentement, soit parce que le navigateur le bloque. Il faut qu'on se réinvente, ça suppose des investissements. Donc déjà, on va devoir commencer par investir pour se réinventer. Ensuite, on va se réinventer et on va tous finir par découvrir que l'unique outil qui nous reste, c'est l'adresse IP. On l'a négligé jusqu'à présent parce que son utilisation n'était pas fiable ou pas suffisamment fiable au regard de ce qu'on pouvait faire justement grâce aux cookies. Mais maintenant qu'on les a plus, on va se rendre compte que c'est tout ce qui nous reste. Parce qu'elle est suffisamment fiable pour nous permettre de faire un certain nombre de traitements, y compris d'ailleurs dans des navigateurs qui bloquent les cookies tiers, qui vont du ciblage jusqu'à la mesure. Le problème, c'est qu'on n'a pas encore réalisé, et là, je vais en profiter pour vous inviter à rejoindre l'IAB. Vous savez que je suis assez actif sur ces sujets à l'IAB, parce que Privacy Sandbox et Chrome, c'est pas que la disparition du cookie tiers, c'est la disparition de toute capacité d'identification, y compris via l'adresse IP, puisque le programme Gnatcatcher, c'est très difficile à prononcer, vise à justement priver les opérateurs de l'accès à cette adresse IP, et le futur règlement e-privacy qui est en préparation vise à rendre obligatoire le consentement pour la manipulation de l'adresse IP, notamment pour des opérations de publicité ciblée. Donc, faut pas rêver, on a deux gros ennemis
qui s'attaque à ce qui nous reste, le temps qu'on se rende compte qu'il nous reste que ça, ce sera trop tard. Donc, faut commencer, je vous invite à réfléchir, à commencer à entrer un petit peu en résistance. On a loupé cette phase-là pour le cookie, il ne faut pas la louper pour le reste. Benoît, j'ai juste une question. L'adresse IP, c'était déjà une donnée personnelle? C'est une donnée personnelle. Oui. Donc, c'est soumis au RGPD, contrairement au cookie, à l'accès au terminal, qui, lui, est soumis à la directive e-privacy transposée, donc l'article 82 de loi informatique et liberté. On ne peut utiliser un cookie qu'avec un consentement, sauf s'il est exempté. L'adresse IP, c'est une donnée personnelle. Pour pouvoir la traiter, on a besoin d'avoir une base légale. Ça peut être le consentement, ça peut être le contrat, dans le cas de l'éditeur, par exemple. Ça peut être l'intérêt légitime pour les opérateurs tiers. Donc, il faut bien sûr faire la balance des équilibres. Ce qu'on sait, par exemple, c'est que l'intérêt légitime est tout à fait adéquat dans certaines opérations comme le capping, pourquoi pas. C'est même assez intéressant pour l'utilisateur de ne pas avoir trop de répétitions d'un même message. Ce qu'il faut démontrer, c'est que l'adresse IP peut être utilisée sur la base d'un intérêt légitime pour d'autres traitements, notamment le ciblage. Ça, c'est ce que nous, on a réussi à démontrer. Et effectivement, ça rejoint la discussion de tout à l'heure. Utiliser l'intérêt légitime pour proposer un ciblage dans le programmatique, c'est pas possible. Clairement pas, compte tenu de la masse des traitements qui vont être faits derrière. Donc, la seule capacité de ciblage doit être proposée en amont sous forme de clé valeur et sans identifiant. Mais c'est possible. On va se réveiller un jour. J'espère qu'il ne sera pas trop tard. Je vous invite à rejoindre la résistance. Antoine, oui. Quand on combat le programmatique, là, quand on combat les forces du mal, ça ressemble à quoi demain, justement, le programmatique là, de 2021, 2022, 2023? Parce que c'est vrai que la promesse, effectivement, était assez incroyable avec ces millisecondes dans tous les sens, et notamment donc, qui s'appuyait là-dessus sur le cookie. Ça va ressembler à quoi le programmatique? Ça va être plus du deal by deal, des trucs comme ça qui seront faits en fait un peu ce qu'on faisait vraiment à l'ancienne, ou ça va ressembler à quoi? Ça va ressembler, oui, à un catalogue énorme data proposé par les éditeurs avec les technologies qu'ils utiliseront comme Surdata ou autres, et que nous, on va exploiter de façon très large. Et on va revenir à des techniques un peu de media planning. Pour moi, on ne va plus parler d'audience planning, ou beaucoup moins. Ça va être du media planning, mais bon, avec la couche contexte qui se rajoute. Et nous, on se concentrait déjà beaucoup sur ces métriques-là, mais il y avait quand même dans ce digital, si tu prenais les métriques du départ, l'impression vue, tout ce qu'il pouvait y avoir en visibilité, les interactions, les clics après la visite, la conversion. Bon, ça va simplifier un peu le modèle parce qu'il y avait quand même beaucoup d'annonceurs qui savaient même plus ou qui te donnaient des campagnes. Alors, je veux que tu fasses de la visibilité, mais je veux que tu sois très bon aussi en CPA, etc. Donc, ça devenait un peu ingérable. Pour nous, on va se reconcentrer sur des vrais KPI qui correspondent à ce qu'on fait. Donc, tu as une campagne branding, on se concentre énormément sur le taux de visibilité, sur les CTR et sur le clic, quand nous, on peut encore mesurer jusque-là. À la rigueur, la visite qui est quand même mesurable post-clic. Je trouve ça très bien parce qu'on était arrivé à un endroit où on nous demandait toujours maintenant de faire de la performance avec des campagnes branding. Donc, on te donne 4 objectifs, mais qui sont intenables sur les 4. Donc, je trouve ça très bien. On va revenir sur les basiques, des campagnes plutôt branding. On sait qu'après, il y a des canaux comme le search qui sont peut-être plus adaptés à la conversion. Donc, on va réfléchir à l'ancienne. Moi, c'est ce que je faisais il y a 10 ans quand j'étais chez Performix. C'était plutôt ces typologies-là. On utilisait le display pour le branding et d'autres canaux qui étaient plus adaptés à la fin de funnel, quoi. Voilà. J'ai l'impression que votre réponse là-dessus, ça a été... Je crois qu'il y a Sylvain qui veut dire quelque chose. Ah pardon Sylvain, tu voulais intervenir. Ce que vient de dire Antoine, je pense que c'est vraiment une opportunité forte. Il a dit on va se remettre à réfléchir. Et ça, pour moi, c'est crucial. Là, on était arrivé à un point dans le programmatique où on saisissait les paramètres qui parfois étaient contradictoires et on laissait un algo se débrouiller avec et tenter de sortir le résultat possible. Toute l'activité de planning, toute l'activité de réflexion stratégique sur la communication, elle a été abandonnée, déléguée à des machines. Là, on a l'opportunité de remettre de l'humain, de remettre du conseil et de l'écoute avec les clients et de trouver des meilleurs moyens de communiquer et d'engager les consommateurs avec les marques. Et c'est une opportunité fantastique. Et les machines n'ont pas toujours fait des bonnes choses, les algorithmes. J'ai l'impression d'être dans Matrix là, quand je vous écoute, les gars, les amis. Aurore, vous, j'ai l'impression que votre réponse a été de dire
si je résume, ça a été de dire, nous, ce qu'on propose, c'est un nouveau format, c'est un nouveau type de produit, en fait, qui passe par un autre canal et qui fait que on va contourner, entre guillemets, le truc, on ne va pas s'embêter avec ça. On est plutôt perf, on est plutôt branding chez vous, justement, ou on fait un mix des deux et ça ressemble à quoi là-dessus? Alors, aujourd'hui, effectivement, on est très focus ROI, donc plutôt perf. Mais par contre, c'est un format, donc nous, on parle de la web push notification, c'est un format qui peut aussi s'apparenter à du branding. Nous, en fait, ce format des web push notifications, c'est un format qui est privacy by design, puisque par essence, ce format ne collecte pas et cookie-less, ne dépose pas de cookies. Et puis, c'est surtout un format qui demande le consentement préalable de l'internaute. Avant de pouvoir lui adresser des notifications, il faut que l'internaute accepte sur le site de recevoir des notifications liées à ce site. Donc, c'est une collecte de consentement qui est on-site pour un modèle de diffusion de messages on-screen. Donc, les notifications apparaissent directement sur le terminal de l'internaute. Donc, là, en soi, j'ai envie de dire que ça répond à plusieurs objectifs, notamment l'expérience utilisateur qui va être respectée, puisque voilà, l'internaute va accepter de recevoir des notifications, mais ne sera pas dérangé dans la lecture de son support média. On a la possibilité aussi de faire de maîtriser, j'ai envie de dire, le frequency capping, la pression marketing, avec l'envoi des notifications qui sont maîtrisées par l'éditeur ou par la marque, hein, puisque c'est un format qui s'adresse à la fois au domaine de l'édition, mais aussi au domaine de l'e-commerce. Et ça permet donc de capter de l'audience on-site pour pouvoir faire du reciblage sur des profils one-to-one on-screen. Donc là, c'est vraiment quelque chose de nouveau et sur lequel on peut aider les éditeurs, les intermédiaires et les e-commerçants à travailler pour avoir une nouvelle source, un nouveau canal publicitaire engageant et engagé au niveau des utilisateurs qui ont préalablement consenti à recevoir des informations sur ce levier. D'accord. Je voulais juste rajouter aussi que cette force du format, c'est aussi de pouvoir le combiner avec la first party, que ce soit de la first party data côté éditeur, mais aussi côté e-commerce, et de pouvoir avoir une audience qui est accessible en temps réel, pas quand l'internaute est en train de naviguer sur site. Donc ça, c'est une vraie valeur ajoutée aujourd'hui dans le domaine de la tech. En fait, on revient effectivement sur ce qu'on disait tout à l'heure sur la force, schématiquement, avec une partie qui disparaît, donc la data third party, la data first, par définition, on reprend de la valeur, effectivement. Donc, ce qui fait que, j'entends depuis tout à l'heure tout de même, effectivement, qu'il y a cette force par rapport aux éditeurs, qui est cette data qu'ils possèdent, et donc ils vont pouvoir mieux réutiliser, et donc normalement mieux monétiser si tout se passe bien. On a évoqué effectivement à l'instant cette histoire d'innovation de format, ce qu'on veut, etc. Juste avant, on a parlé avec Benoît d'une couche un peu Sioux avec rapport à l'adresse IP, même si objectivement, je n'ai pas encore complètement bien chopé le truc. Et puis, c'est vrai que quand on parle là-dessus, nouveau ciblage, etc., on parle énormément de tout ce qui est contextuel, mais également de sémantique. Benoît, ça c'est un peu votre rayon aussi, si je ne m'abuse, parce que ça fait quand même quelques temps que vous êtes là-dessus. Qu'est-ce qui... c'est simplement une opportunité, c'est une vieille sauce en fait qu'on met au bout du jour également, la sémantique, où il y a eu vraiment des sauts, des gaps qui font que maintenant elle a progressé, qui fait qu'elle est encore plus fine, et ce qui fait qu'on arrive vraiment à une utilisation pour la pub qui est vraiment intéressante. Ton micro, Benoît. Pardon, il y a plusieurs choses. La première, effectivement, elle est plus fine qu'avant pour une bonne raison, c'est qu'elle a été redesignée pour servir les besoins de la pub. Avant, la pub pouvait utiliser du contextuel ou de la sémantique qui n'avait pas été nécessairement prévu pour cette utilisation. Ça veut dire, par exemple, que les taxonomies étaient très haut niveau, avec une dizaine, une vingtaine de catégories, quand maintenant, le contextuel bien fait peut en représenter plus de 3000. Ça, c'est pour la partie catégorisation du contenu. Ce qu'a décrit tout à l'heure Antoine est assez intéressant. L'utilisation de données avérées utilisateurs qu'on va lier au contexte pour après, à partir du contexte, déduire qui est l'utilisateur probable. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on propose. On parle d'audience prédictive. À partir de ce qu'on peut observer, nous, sur l'échelle d'un réseau, on va déduire qui sont les audiences probables de certains contenus. Ce qui nous permet, et là, je vais recouper avec ce que j'ai vu dans le chat et les questions posées, de pouvoir répondre avec une audience, quel que soit le statut. Si le consentement a été donné, on va pouvoir répondre avec une audience avérée. Et là, ça va permettre des opérations pour reprendre les images qu'on a eues tout du long, très personnalisées, avec une
une bannière qui va présenter des produits, par exemple. Si on n'a pas de consentement, mais un intérêt légitime qui est établi, on va pouvoir faire une pub ciblée. Donc là, c'est l'utilisation de cohortes, des groupes d'individus. On va pouvoir retargeter des gens en leur proposant, par exemple, un code promo, mais tout le monde verra le même. Et si l'intérêt légitime n'est pas été établi ou si l'utilisateur s'y est opposé, on va pouvoir switcher sur le contexte, donc l'analyse du contenu de la page. À partir de cette analyse injectée dans l'ad server, y compris dans la version cookieless dont la régie Free a parlé chez Smart, pour être capable de cibler le contenu qui a été analysé et l'audience qui a été déduite. On parle d'audience probabilisée. Donc, on essaye de promettre, nous, chez SurData, de pouvoir cibler, adresser une audience, quel que soit le choix de l'éditeur et de l'internaute. D'accord. Sylvain, dans vos relations avec les marques, justement, vous avez tout ce que vient d'expliquer, tout ce que viennent de raconter Antoine et Benoît, c'est des discussions que vous avez effectivement dans le détail pour dire maintenant, voilà comment ça peut fonctionner, voilà comment est-ce qu'on va être capable de cibler ce type d'audience avec tel type d'outils. On rentre vraiment dans le détail, il y a une appétence auprès des interlocuteurs au niveau des marques pour justement comprendre tout cela, comment ça fonctionne. Ah oui, absolument. Donc, on arrive à bien leur expliquer les solutions qui vont être disponibles côté publisher. Là où on a plus de difficultés, c'est remonter la chaîne. Comment on réussit à ce que ces informations de ciblage remontent jusque dans les DSP qu'elles utilisent aujourd'hui par leurs agences et comment elles pourront faire pour exploiter ces données-là. C'est pour ça que ce qu'on disait tout à l'heure, un retour à une collaboration plus directe entre les marques et les publicitaires, ça devient réellement une alternative très très importante à regarder. Et les marques sont très curieuses de trouver sur quelle technologie elles vont pouvoir se baser, auprès de quels éditeurs elles pourront obtenir quel type de données, comment ces différents types de données seront comparables d'un éditeur à l'autre pour réussir à avoir des plans médias qui se complètent et qui fonctionnent parfaitement. Tu me dis que malgré ce qu'on a dit tout à l'heure, tu me dis que les marques, en fait, elles ne font pas simplement un copier-coller en se disant bon allez, je vais tout mettre sur Google et Facebook comme d'hab. Et donc elles sont effectivement cette tendance, cette motivation, cette envie à un petit peu mieux répartir leur budget, à faire effectivement à retrouver une relation forte avec les éditeurs. Ma question là-dessus, c'est vrai ou c'est plus un fantasme ça? Non, les marques ont envie de se différencier. Donc, elles sentent bien que si elles font du Google et du Facebook, elles le font comme tout le monde, comme tous leurs concurrents, et elles sont dans une situation où elles ne peuvent pas ne pas le faire. Après, le reste, il faut réussir à capter l'attention, à créer de l'engagement avec les consommateurs ailleurs. Ça leur permet de se différencier. Ça leur permet aussi de marquer un engagement sociétal un peu différent, puisque ça devient aussi très, très important pour les marques de montrer qu'il y a un enjeu derrière, qu'elles ne sont pas juste là pour vendre des produits, mais qu'elles font partie de la société, partie du monde qui nous entoure et qu'elles peuvent avoir un impact en routant une partie de leurs investissements publicitaires vers des supports médias qui ont une importance dans la société. Antoine, toi qui es en prise directe également du fait de ton métier avec les marques, tu confirmes tout ce que vient de dire Sylvain? C'est réel? Complètement. Je pose la question pareil, c'est réel ou on est plus dans le domaine du fantasme en se disant bah, évidemment que maintenant dans le monde d'après, on va arrêter de mettre tous nos œufs dans le même panier, etc. et qu'au final on veut… On va pas dire que le social est en diminution, mais je pense qu'on va arriver à une saturation sur les réseaux sociaux, les deux gros qu'a cité Sylvain. C'est sûr que c'est là où c'est la bibliothèque du ciblage. Tu fais ce que tu veux, tu cibles n'importe qui. Alors avec quelle qualité pour l'instant, on n'a pas vraiment prouvé non plus des résultats exacts. Mais là, les annonceurs sont encore dans cette frontière-là où ils se disent « Ah, il y a encore sur cet outil où je peux cibler exactement ce que je veux ». Je pense qu'ils vont vite s'en rendre compte et on le voit quand même dans les performances, ce n'est pas non plus exceptionnel. Et effectivement, il faut qu'on revienne sur des inventaires de qualité. Et je pense ne pas acheter de la longue traîne en RTB dans des tout petits sites aussi et retourner sur les gros sites médias. Alors, je fais de la pub pour les éditeurs, les grands éditeurs, mais je pense que c'est là aussi où tu as la qualité. Tu payes plus cher, mais tu as une qualité, tu es visible, tu as des taux de clics intéressants. Et peut-être plus faible que sur des sites où tu vas avoir plein de petits cliqueurs, mais tu t'y retrouves au bout du compte. Tu t'y retrouves parce que la qualité est là et on le sait quand on a la mesure que ça convertit quand même plus de passer par ces inventaires de qualité. Donc maintenant, tu rajoutes la data. La data, il va y avoir tous les systèmes, il y a des plateformes qui sont en train de se développer pour faire les curated deals, c'est-à-dire pouvoir utiliser la data d'un éditeur en achetant sur un autre, mais ça se fait via l'éditeur. C'est une sorte de mapper un peu les contenus, les contextes entre éditeurs.
Et ça, j'y crois aussi. Je pense que ça va se développer petit à petit. Alors, il y a Gravity qui existe effectivement depuis longtemps, qui est capable de faire ça, mais avec toujours une problématique de reach, parce qu'ils sont sur un nombre de sites assez fermé. Mais je crois en ces modèles-là, ouais. D'accord. On- Aurore, côté éditeur, vous travaillez avec, donc j'ai compris que vous travaillez avec des éditeurs et également avec des éditeurs et commerçants. On travaille avec quel type d'éditeur? Tu as des exemples justement? Est-ce qu'on est plutôt avec des éditeurs qui sont des gros trucs, ou est-ce qu'on est plus sur effectivement des éditeurs mid-tail, même long-tail, avec qui vous allez travailler? Alors, on est sur de la mid-tail, la long-tail, mais aussi des gros éditeurs. On travaille avec Melty, avec François. On a des gros deals qui sont en cours de discussion parce qu'aujourd'hui, effectivement, les gros éditeurs, comme le soulignait Antoine, essaient de travailler ensemble, faire une coalition pour avoir justement de la data partagée, contextualisée. Mais ils veulent aussi reprendre pleine possession de l'audience on-site. Et la web push notification fait partie d'un des leviers qu'ils activent pour avoir une nouvelle source de revenus sur de l'audience qui a été captée sur leur propre site. D'accord. Il y a un commentaire qui est intéressant, juste, c'est l'analyse des contenus contexte va faire pression sur les choix éditoriaux des éditeurs. Donc ça aussi, c'est un grand débat. Aujourd'hui, avec le Covid, il y a quand même beaucoup d'annonceurs qui ne voulaient pas être présents sur des articles autour de ces thématiques-là, par exemple. Sur le côté anxiogène, ce qui fait sur le côté anxiogène, voilà. Et effectivement, si des annonceurs veulent que des contextes positifs, on va aller vers des contenus que de bisounours chez tous les éditeurs. Et j'espère qu'on ne va pas aller vers là. Moi, je suis complètement contre ça. On peut être diffusé dans un contexte qui n'est pas forcément tout le temps positif. Effectivement, la presse, c'est une presse ouverte. Il faut qu'il y ait tout type d'articles. Et bon, c'était juste pour répondre à ce commentaire, mais non, je ne suis pas pour ça et j'espère qu'on ne va pas aller vers cela. D'accord. Et dire sous prétexte qu'on utilise le contexte des pubs, ce serait quand même un peu malheureux de se trouver uniquement partout avec des contextes qui soient favorables, entre guillemets, dans le sens où on s'imaginerait que l'internaute sera plus enclin à récupérer une pub du fait que justement, ce n'est pas un contexte anxiogène et qu'il pourrait associer la marque à un truc un peu sympa, si je dois résumer dans le texte. Le problème, c'est que la Coupe du Monde, on ne la gagne pas tous les ans, mais tous les 20 ans maintenant. Donc, on ne va peut-être pas non plus attendre simplement d'avoir une super nouvelle pour pouvoir effectivement faire de la pub un peu sympa. Sylvain, j'ai une question pour toi. Alors, ça n'a peut-être rien à voir avec le sujet qu'on a, mais peu importe, ça m'intéresse, donc j'espère que ça m'intéresse d'autres personnes également. Il y a quelques mois, enfin, en janvier, on avait fait les Red Card Days, et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire qu'on a une deuxième session qui a lieu le 11 juin, donc ce sera pareil, ce sera une matinée d'échange comme celle qu'on avait fait au mois de janvier, dont le thème cette fois-ci, ce sera justement donnez-nous un peu envie, faites-nous rêver, arrêtez de nous parler du passé, etc. Et maintenant, qu'est-ce qui va nous faire rêver pour la suite des événements et pour la suite de l'année? Vous m'avez parlé de blockchain à ce moment-là. Je m'avais dit, tiens, il y aura peut-être des trucs à faire. Est-ce que, alors, bon, blockchain, je suis bon, mais je ne suis pas non plus très, très fort. Hein, j'ai cru comprendre à quoi ça fonctionnait. Ces histoires de blockchain, ça pourra nous aider pour ce dont on vient de parler par rapport au ciblage et par rapport au suivi, ou est-ce qu'on est complètement dans un truc qui n'a rien à voir et que de toute façon, ce n'est pas de là que viendra les améliorations? Si tu as 2-3 éléments à me donner là-dessus, je suis preneur. Ça pourra nous aider, mais plutôt sur la partie organisation des relations de gré à gré. Comme tu le disais tout à l'heure, on revient à un modèle que tu as qualifié à l'ancienne, mais donc avec une multiplication de contrats entre une marque et un éditeur. Et pour la gestion des contrats et l'automatisation de la gestion de ces contrats, la blockchain est parfaitement adaptée. Par contre, en tant qu'industrie, il va falloir qu'on soit prêt à décentraliser. Et comme tu le citais tout à l'heure aussi, on est dans une industrie où il y a quelques gros acteurs qui ont des situations quasi monopolistiques, en tout cas sur des parties du marché. Donc pour la partie gestion des contrats, clairement, la blockchain peut apporter beaucoup de choses. Sur la partie ciblage, on peut éventuellement imaginer que la blockchain soit utilisée pour que chacun des consommateurs contrôle son profil, puisse savoir ce qui est partagé, ce qui est mis à jour. Là, on aura peut-être des soucis de performance, parce que voilà, la blockchain est très gourmande en ressources, et tout ce qui doit se passer en temps réel ou quasi temps réel est très, très difficile à mettre en place. Et surtout, elle ne nous aidera pas, et là, je crois qu'on est tous partis dans une fausse direction, en créant des nouvelles monnaies pour acheter de l'inventaire. Jusqu'à présent, les tests qui ont été faits ont été autour de tokens,
Je trouve que c'est dommage. On a devant nous une techno qui a un vrai potentiel, mais on doit réfléchir à ce qu'elle peut apporter à notre industrie, plutôt qu'essayer juste de monétiser des choses qui, ça marche déjà bien, hein, de payer les campagnes en euros ou en dollars. D'accord. Benoît, toi qui es technophile, je suis sûr que c'est des sujets que tu as abordés, justement, sur lesquels tu as réfléchi quand tu t'es dit, tiens, on va pouvoir faire ça, etc. Tu as un truc à rajouter par rapport à cette histoire, par rapport à ce que Sylviane vient de nous dire, ou est-ce que de toute façon, effectivement, mon histoire de blockchain, bon, c'est sympa, mais de toute façon, ça va être effectivement intéressant sur la gestion de contrats, ce qui est d'ailleurs un petit peu le truc de base par rapport à ça, mais que fondamentalement, c'est pas ça qui demain changera quoi que ce soit en termes de ce dont tu viens de parler, de ciblage, ce genre de choses. J'ai trouvé déjà très intéressant ce qu'a dit Sylvain. Ensuite, non, je pense pas qu'on puisse être catégorique sur quelque initiative que ce soit aujourd'hui. Vu ce qui se profile, il faut tout creuser. Hein, donc, si on a l'opportunité de chercher des solutions là-dedans, il faut le faire absolument, sans hésiter. Je vois beaucoup de messages passer là sur Google et Facebook, et j'ai vu aussi beaucoup de messages passer avec de l'espoir sur la fédération de données first party côté éditeur, etc. Moi qui suis dans la donnée CERD, je peux vous assurer qu'il y a quand même énormément de valeur créée grâce à la donnée CERD, y compris en couplant le média first party hein, des éditeurs et la donnée third party qui vient de chez les annonceurs. Renoncer à ça et baisser les bras là-dessus, ce serait une énorme erreur, hein, parce que c'est une énorme partie des budgets qui va chez les GAFA à cause de ça. Donc, ne baissons pas les bras. Et si on peut creuser des initiatives effectivement dans la blockchain, il faut le faire, sans hésiter. D'accord. On arrive au moment de la conclusion, parce qu'on va faire une petite pause après de 5 minutes avant qu'on enchaîne sur notre deuxième table ronde que je vous présenterai, enfin que je présenterai. Ce sera Romain qui fera l'animation, mais moi je vais vous en train de dire quelques plus. Donc, on va faire un petit tour de table rapide en termes de conclusion. Aurore, à toi l'honneur. Je dirais que le marché doit être résilient, il l'a toujours été puisqu'il a une capacité à se réinventer et à se restructurer à chaque petite nouveauté qui arrive sur le marché, que ce soit imposé par un cadre juridique, que ce soit imposé voilà, par des acteurs, les gros acteurs du web. Donc notre force passera par une coalition du secteur de l'open web et comme le soulignait Benoît, il faut qu'on arrive à trouver des opportunités pour continuer à faire travailler marques, éditeurs et consommateurs ensemble. La clé de valeur, c'est voilà, la coalition entre les trois. Merci beaucoup. Antoine, fais-moi un petit mot là. Moi, je parlerais plutôt de la confiance que nous font les annonceurs, acheteurs sur la stratégie marketing qu'on va mettre en place pour eux. Donc, en 2 mots, les plans médias. Qu'ils nous fassent confiance. On connaît bien les médias français, on sait lesquels peuvent apporter quoi à quel type d'annonceurs. On connaît les canaux différents. On sait que le social, ça va être plus un tel objectif, le search un autre. Laissez-nous la main, travaillons ensemble de façon intelligente et c'est ça qui vous continuera à vous générer des ventes, même si on ne peut pas les mesurer de façon individuelle. On ne va pas faire baisser vos volumes de vente ou vos volumes de leads ou tous vos volumes de conversion en règle générale. Faites-nous confiance et travaillons en bonne intelligence et incluons aussi les éditeurs dans ces choix de plans médias avec toute la donnée qu'ils peuvent nous proposer. Et voilà ce que j'ai à faire. Positif. Attends, mais. Sylvain, comment est-ce que tu as envie de conclure, toi? Je pense que c'est une opportunité fantastique pour que les marques se reposent bien la question de comment elles veulent interagir avec leurs consommateurs au sein de leurs assets digitaux, que ce soit leur site internet, leurs apps ou tous les autres services. Comment elles continuent à digitaliser ces interactions et faire que même dans les points de vente, il y ait de plus en plus de ces connexions qui soient mises en place, parce que la donnée first party, on n'en a pas parlé, mais ça devient un enjeu extrêmement fort pour les marques d'en collecter plus précise, tout en respectant les valeurs qu'elles ont auprès des consommateurs. La deuxième grande question qu'elles ont besoin de se poser, c'est comment elles mesurent. Et ça fait écho au point dont je parlais tout à l'heure. On s'est laissé bercer par l'illusion qu'on avait un jeu de données pur et parfait. Là, on prend un mur qui nous montre que ce jeu de données, en fait, non, il ne sera plus là. Et là, il faut réagir et réfléchir à la mesure. Et enfin, la troisième chose, c'est comment elles reprennent le contrôle sur leur prise de parole, comment elles reprennent le planning en main en collaborant mieux avec ceux qui connaissent très très bien
les consommateurs qui sont les publishers et que l'activité de média planning reprenne tout son sens. Merci beaucoup, Sylvain. Benoît, à toi. Qu'est-ce que toi, tu as envie de conclure comment là? Je sens que tu es en mode, les forces du mal, elles sont autour de nous, mais on va les combattre tous ensemble et soyons unis. On a une opportunité et on va les saisir, mais la lumière est au bout du tunnel. Mon métier, c'est d'aider l'annonceur à cibler et l'éditeur à mieux vendre. Pour l'instant, j'arrive encore à tenir cette promesse de valeur dans tous les cas. C'est merveilleux, non? Et malgré la situation en France liée au consentement et au défaut de consentement. C'est possible pour un certain nombre de raisons, mais je vous le dis et je le répète une dernière fois, je suis désolé, il n'y a pas de publicité sans traitement de l'IP, y compris dans les versions sans consentement qui sont utilisées. Si le consentement devient obligatoire, le consentement sera nécessaire pour la publicité. Il ne restera plus que les cookie walls. Donc, l'avenir est assez sombre dans le combat réglementaire et les discussions avec les navigateurs. Donc, pour ceux qui sont intéressés, la porte est grande ouverte pour discuter et se préparer. Merci beaucoup, Monsieur Skywalker, d'être avec nous, d'avoir été avec nous pendant ce passage et on va effectivement essayer on va bien t'écouter par rapport à ça. Je vous remercie tous les quatre, c'était vraiment instructif. Voilà, je pense qu'on apprend, mais surtout on essaie de comprendre les choses et puis voilà, et puis surtout on essaie de se dire comment ça va suivre et essayer d'avoir une influence sur l'avenir, comme on dit, et pas simplement de subir. Merci en tout cas à tous les quatre. Ce fut vraiment un plaisir. Merci Frédéric. Merci beaucoup. Merci à tous.